26 novembre, retour sur la thématique des cahiers du retour au pays natal. Retour en forme de, non pas de pénitence, mais retour sur une note non triomphale. Ce n'est pas le retour du héros, ce n'est pas le retour de l'égaré, de celui qui est parti peut-être loin, peut-être jusqu'aux frontières les plus ultimes du monde, pour quêter quelque chose qu'il n'arrivait pas à trouver chez lui. Donc le départ motivé par un besoin sous forme de quête de soi évidemment, et quête aussi d'une vérité complémentaire ou d'une vérité de substitution. Il peut y avoir les deux. Donc la vérité exotique, exogène d'une certaine façon, oui, différente. Il y a ce besoin d'aller vers l'autre, d'aller à la rencontre de l'autre pour y puiser quelque chose que l'on ne trouve pas dans son milieu d'origine. Pourquoi ? Et on se rend compte au bout de cette longue quête et cette attente et ces recherches assez décevantes, assez vaines finalement, assez peu productives, on se rend compte que l'on a été loin qu'on a été loin pour pas grand-chose. Finalement, l'acquis, ce qu'on a réalisé, ce que l'on a obtenu est évidemment en deçà de toutes les espérances, en deçà de toutes les attentes. Et donc, le départ n'est plus du tout considéré comme quelque chose qui aura eu une légitimité. Donc c'est un départ que l'on délégitime, que l'on annihile, que l'on finalement qu'on rejette. Donc toute la difficulté, évidemment, dans toute chose, il faut trouver un équilibre, il faut instaurer une forme de, chaque voyage comporte ses points, comporte des acquis, on obtient quelque chose, ne serait-ce que sous forme d'éléments que l'on rajoute, que l'on intègre. J'ai plus accès à plus de mots, à plus de sonorité, à plus d'accent, à plus de ceci. C'est déjà ça, c'est un acquis. Et puis les histoires que l'on va ramener. Alors histoire valorisante ou pas. De toute façon, on va ramener des histoires, des récits, et on va peut-être passer le restant de ces jours à parler de ce que l'on n'a pas obtenu, ce que l'on a peut-être approché, mais pas réussi à saisir, etc., etc. Donc, cahier du retour au pays natal, et on est là plongé, c'est un retour vers la mémoire des origines, mais des origines les plus lointaines quelque part, les origines de la lignée. Et à ce moment-là, on trouve des éléments qui nous donnent une certaine profondeur historique, des éléments qui vous permettent d'avoir une histoire qui n'est pas seulement une histoire personnelle de ce que vous avez vécu, etc., mais qui va au-delà de vos parents, qui se prolonge jusqu'à, etc. Voilà, vous allez trouver une écriture, une personnalité dans les écrits que vous allez trouver, aussi peu, à dire, extraordinaire qu'il puisse être, mais vous allez trouver quelque chose dans le graphisme, dans les échanges qu'il y a eu entre les membres de la famille. On va retrouver qu'on a peut-être des gens que... Voilà, il y a une forme de récolte, une forme
récupération, une sorte aussi d'appropriation, etc., etc. Ce qu'on n'a pas pu réaliser, on se rend compte que soit on n'est pas capable de se réaliser de façon suffisante, etc. On a besoin de rajouter. Alors on rajoute évidemment de l'ancien, et on aurait aimé aussi rajouter quelque chose venant de gens inscrits dans le présent, et des gens, je ne sais pas, une descendance par exemple, avoir une ascendance, mais aussi une descendance. Cela serait normal dans les conditions actuelles. Avoir une descendance, c'est tout sauf quelque chose de faisable, et voilà. Et ça, voilà, une autre histoire que je ne veux pas ouvrir de suite, mais voilà, donc, cahier du retour au pays natal. Le pays natal est un peu le pays enchanté, ou l'enchanteur, le pays de la corne d'abondance, si l'on peut dire. On peut se retrouver dans ces situations où on ne sait plus quoi faire. On aimerait avoir deux ventres, on aimerait avoir suffisamment de corps pour pouvoir engranger tout ce que l'on rencontre. C'est la fin de la saison des raisins, c'est la fin de ça et ça. Mais je n'ai pas mangé assez, j'aurais aimé. Une forme de prendre des choses pour les prendre avec soi comme une sorte de réserve pour l'avenir. Réserve, évidemment, on ne se souvient pas facilement du plaisir que l'on a pris en mangeant quelque chose, mais ça va devenir un peu, ça ne va pas complètement disparaître. Il va y avoir un travail d'abstraction, un travail de réécriture, mais quand même, ça sera sur une base concrète. On va dire, j'ai été bien, j'ai déjà quelque chose. J'ai été bien, j'ai pu goûter à des goûts différents, à des choses différentes. J'ai pu en jouir comme peu avant. Finalement, j'ai pu jouir, et cette histoire-là, cette jouissance terrestre, avant peut-être une éventuelle jouissance extraterrestre, mais en attendant, on est là sur Terre, on est vivant, et on se nourrit de ce que l'on arrive à avoir. Et il ne s'agit plus de ces arbitrages que l'on fait parce que ceci est trop cher, ceci. On trouve les choses à des prix, et évidemment à des prix que l'on ne peut pas comparer avec d'autres. Si j'ai cet aliment-là à un prix dérisoire presque, alors à ce moment-là, j'ai le droit d'en user, d'en abuser même. Alors il faudrait que je mange cet aliment jusqu'à éclater, évidemment. Voilà, donc c'est pour ça que je parle de ventres multiples, mais les ventres indépendants les uns des autres. Là, ce ventre-là, c'est pour cet aliment, ce ventre-là pour cet aliment, etc. Parce que, voilà, donc on est dans quelque chose qui n'est pas ordinaire, loin de là, et on est dans l'extraordinaire, je dirais pas dans le merveilleux, on est dans l'inédit presque. Alors, ces choses-là, on les a connues auparavant, mais on a oublié. Il y a comme une sorte d'absence, quoi, je ne sais plus. Alors, dans le pays, l'autre pays, c'était y aller très, très doucement. Y aller de façon, on peut avoir quelque chose, mais on va se rendre compte que l'on aura cette chose-là qu'une fois dans l'année. Parce que dans des conditions assez particulières, quelqu'un a cédé à un article à un prix très bas, je dirais pas à vil prix, mais à prix bas. Et voilà, j'en ai profité. C'était un marchand qui partait en vacances, donc il a essayé de tout vendre, et donc il a demandé des prix assez bas, plus largement, qui n'ont rien à voir avec le prix qui est pratiqué auparavant. Donc il y a une forme socialement, on est réduit à être
un acteur mineur, presque un mendiant, presque un nécessiteux en tout cas. Et là, d'un coup, on n'est plus un nécessiteux. On a même un pouvoir d'achat, d'acquisition, plus important que les autochtones. Voilà, donc retour au pays natal et ça vous installe, évidemment, ça vous installe comme maintenant toujours dans le lit et à la place du père. Il y a un peu, on investit un territoire que le père monopolisé. On est un peu père quelque part, malgré tout, puisque le père n'est plus là, en tout cas n'est plus là physiquement, et on prend un peu sa place. Le père est... Il y a une forme, à dire, comment dire, c'est arrivé, voilà, j'en prends acte, je suis légitime à me prétendre père d'une fratrie, ou etc., quelque part, le plus grand, le plus âgé, etc. Alors je ne suis plus indiscriminé, je ne suis plus surnuméraire, je ne suis plus quelqu'un qui vient qui vient alors que non, je suis à ma place. Et évidemment, avec beaucoup de parenthèses et beaucoup de nuances, mais on récupère une place qu'on a laissé peut-être s'en aller ou qu'on a laissé à d'autres. Évidemment, une place vacante, et elle peut ne pas le rester indéfiniment. Donc on récupère quelque chose de ce que l'on avait auparavant. Et alors qu'on sait que dans le pays, l'autre pays, on est arrivé au bout de quelque chose. Il ne s'agisse quelque chose, un autre temps, une autre temporalité dans laquelle il s'agit de laisser partir et de ne plus rien réclamer, ne rien revendiquer. Il s'agit de laisser la place progressivement. Il faut organiser sa sortie de scène. Voilà. Et en attendant, voilà, donc plus droit à la parole comme auparavant, plus droit d'exiger, plus droit de vouloir, soit aussi participer de l'agora publique comme auparavant, etc. Donc, cahier de retour au pays natal, c'est musculé ce truc-là. C'est la vie, d'une certaine façon, on réapprend cette vérité que l'immobilité, et donc quoi que ça puisse être, n'importe quelle situation, le fait de rester immobile, de prendre finalement racine, de s'enraciner. Alors on s'est déraciné pour aller s'enraciner ailleurs. Et normalement, le plus indiqué aurait été de continuer de se déraciner pour se réenraciner jusqu'à trouver la terre adéquate à son propre développement, à sa propre, je ne sais pas comment je pourrais dire, mais le fait de prendre de la puissance et de vraiment devenir un grand. Et peut-être que ça n'existe pas. Ce terreau-là n'existe peut-être pas. Je ne sais pas. Mais il aurait fallu quand même continuer de chercher jusqu'à faire le tour de la Terre, aller du pôle d'un pôle à un autre, etc. Et s'arrêter et prendre racine, surtout au milieu de gens qui vous demandent, qui ne vous demandent pas, qui ne s'attendent pas à ce que vous vous enraciniez, un peu aussi malgré vous, sans vous rendre compte. Chaque moment, chaque période vous enracine de façon insidieuse. Et c'est vrai, là aujourd'hui j'ai regardé la Lune, et la Lune, la nouvelle Lune, Qamar al-Hilal, le croissant de Lune, et le nouveau mois lunaire, qui a déjà un jour, je pense. Et puis, c'est la Lune que je voyais depuis longtemps de l'autre côté. Et je la vois, évidemment, c'est toujours la même Lune. Mais moi, j'ai varié, c'est-à-dire j'ai varié le point de vision. Ouais. Voilà, et je peux voir une étoile. Évidemment, sûrement, je n'aurai pas le même rapport à une étoile que je verrai ici ou ailleurs. Il est possible que cette étoile
que je la trouve plus, que je me l'approprie de façon différente selon les lieux. Et la lune aussi, évidemment, je peux la chanter ici ou là-bas. Et je la chanterai peut-être mieux ici, parce que ça me rappelle aussi peut-être mes lunes premières, la lune en présence de ma mère qui avait peur pour nous, alors que nous allions dormir à la belle lune. Et donc, elle a évidemment cette appréhension à propos de la lune. C'est la chose qu'on raconte, que la lune peut rendre fou, finalement peut créer une forme de déséquilibre. Voilà, donc ma mère, évidemment comme dans plein d'occasions, a exprimé sa peur, et finalement c'est faux. Et on se rend compte, on ne pourra pas faire justice à sa mère en en parlant, même si on en parlait, même si on se mettait à en parler pendant une éternité, l'éternité qui reste, et évidemment le père, etc., etc., et tous les gens que l'on a, qui ont été importants dans notre vie, qu'ils aient été présents, proximement ou pas. Il y a des gens qui sont importants, même si évidemment ils étaient un peu loin. Cette personne a fait quelque chose pour moi qui a influé sur toute la suite de ma vie. Voilà, dans mon enfance, il y a eu des actes qui ont été lourds de conséquences pour moi. Évidemment, des gens ont fait un choix à ma place pour moi. Et voilà. Donc, je peux les en remercier. Je ne serai jamais content de la façon que je pourrais le faire, dont je pourrais le faire, parce que je manquerai toujours un peu de justesse. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Ces gens-là, je les ai connus, mais pas... On ne connaît jamais une personne totalement, et on ne se connaît même pas soi-même totalement. Alors, il y a des gens que j'ai rencontrés, qui ont été là pendant un certain temps, puis ils ne sont plus là. Alors, comment faire pour finalement leur rendre grâce? Soyez bénis quelque part. Est-ce que j'ai le pouvoir de bénir quelque part? Que vous aviez fait quelque chose, et voilà, je suis un peu l'enfant de cet acte-là, ou de cette prise de position, de ce refus, par exemple. Voilà, des gens qui se sont opposés à quelque chose, et puis finalement ça m'a servi à moi. Est-ce que ça m'a desservi? J'en sais rien. Je dirais que ça m'a servi, puisque finalement je continue le chemin de progresser. Je n'en sais rien, mais je continue à avancer. Peut-être que je fais marche arrière sans m'en rendre compte, que je n'avance pas, que je fais du surplace. Mais en tout cas, sur le chemin d'une forme d'éclairance, d'une forme de clarté, d'une forme de clairvoyance, tout cela. Comment essayer de parler du monde de la façon la plus vraie possible, celle qui peut se rapprocher peut-être de ce que sont les choses de façon comment dirais, extérieure, objective, comment dire, les choses telles qu'elles sont, sans que la position de l'observateur puisse influer sur le rôle des choses que l'on va regarder, mais on va les interpréter de la façon qu'elles vont être interprétées partout, par tous les êtres vivants possibles, et pendant toute la durée de ce monde, quelque part, quelque chose que vous ressentez subjectivement, mais cette subjectivité n'annule en rien le caractère objectif qui est inhérent à ces choses-là. Comment le dire, je n'en sais rien. Donc, fondamentalement, voici comment les choses peuvent se passer. Cahier de retour au pays natal. On parle d'un cahier que je n'ai pas lu, mais je me mets un peu sous
sous le parapluie de cet écrivain, etc., qui a fait cette œuvre-là, ce travail-là. Je fais aussi mon travail, je ne suis pas influencé par le contenu de cette œuvre-là. Donc, je fais cela à ma façon, évidemment, en me servant de l'oral plutôt que de l'écrit, évidemment. Je suis un fervent partisan de l'oralité. Alors, donc, quelque part, quand du retour au pays natal, et vous voyez un ciel, et vous voyez un soleil, et vous voyez certaines choses, et vous les ressentez sans acrimonie, sans rien. Et vous ne les trouvez pas hostiles. Et ils sont à vous. Voilà, vous voyez un ciel, il est à vous. Il est à vous parce que vous le voyez à partir du point qui est le vôtre. C'est votre lieu. Vous avez quelque part sur cette terre un point, un lieu qui est le vôtre, sans que personne puisse vous le contester. Donc, à partir de ce point, vous allez regarder le reste du monde et tout ce que vous voyez autour de vous, c'est à vous, en un certain sens. Vous en êtes une partie aussi légitime qu'une autre partie. Il n'y a aucun risque que quelqu'un puisse venir vous dire que vous n'êtes pas à votre place. Vous êtes à votre place. Ici, au bord de l'océan, où l'océan, il est à vous, vous en êtes, il vous habite, l'océan vous habite. Il vous a nourri de son air, de ses embruns, l'océan, de son bruit, de sa musique, de ses coups de ses sautes d'humeur. L'océan est en vous, et aussi vous êtes en partie, vous êtes cet océan-là. Alors si, par exemple, vous avez le choix entre un lieu de repos éternel, vous pourrez très bien choisir cet océan qui a aussi été toujours à côté de vous. Vous pouvez très bien demander à ce qu'on vous laisse et qu'on vous laisse vous enfoncer dans les profondeurs de l'océan. D'ailleurs, un océan qui peut servir comme une sorte de ventre maternel gigantesque, etc. et extraordinairement en capacité d'accueillir tous les tout ce qui peut venir. Voilà, un océan d'une immensité que vous ne pouvez que frôler. Voilà, donc ici vous marchez quelque part dans le pas que vous faites. Il y a quelque chose qui n'est pas présent. Il y a un souci en moi, un souci par rapport à tous les discours, à toutes les philosophies, à tout ce qui peut finalement, à toutes les demandes de ségrégation. Tout. Ici, j'échappe à cette folie actuelle qui est la recherche de l'identité, la revendication d'une forme de monopole d'un territoire qui, évidemment, ne monopole de personne, et monopole, sérieusement, le monopole, pendant combien de temps? Pendant 1000 ans, 2000 ans? Soyons sérieux, 2000 ans, c'est quoi? Alors, oui, d'accord, les frontières, vous allez défendre à mort, défendre des frontières qui ne sont que transitoires. Les frontières, par définition, c'est quelque chose de dynamique, quelque chose qui change. Ça peut attendre 40 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, mais ça finira par bouger. Ça peut évidemment s'élargir vers l'est, vers l'ouest, ça peut évidemment se rétrécir, et la frontière n'est qu'un élément d'une forme de construction presque imaginaire. Voilà, le territoire, c'est de l'ordre du quelque part, c'est de l'ordre d'une croyance qui ne se base sur rien
c'est rien d'objectif, c'est qu'une construction imaginaire, une construction politique, idéologique, tout ce qu'on veut. Mais dans les faits, l'appartenance à un territoire est une appartenance d'accommodement. On appartient à quelque chose qui vous crée le moins de problèmes, voilà, avec lequel vous pouvez cohabiter sans trop de... Il y a suffisamment de soucis pour pouvoir encore se rajouter celui de savoir si l'on est accepté, si l'on est considéré comme quelqu'un de digne d'être adoubé, d'être intégré dans une communauté qui n'est pas sa communauté d'origine. Non, simplement, beaucoup de choses n'ont pas de sens, en fin de compte n'ont pas de sens, puisque tout se termine par la même issue fatale. Alors, bon, certains ont bataillé pendant des années contre d'autres. Qu'est-ce qu'il en est resté? Les monuments aux morts sont des monuments destinés à un moment donné à dépérir, parce que un moment viendra où on les laissera sans entretien et puis finiront par se disloquer, par se dissoudre. Alors, qu'est du retour au pays natal? Je ne sais pas où j'en suis. Je suis un peu perdu dans cette histoire. Je suis un peu, comme dirait... Mais j'aime bien aussi cette façon de dire et de parler sans réellement se maîtriser, simplement parce que le plaisir de parler, mais aussi peut-être le besoin de parler un peu pour introduire une forme toujours, j'allais dire, de recul, prise de distance, ou même une narration sur les choses qui se passent. Voilà, une manière de garder une trace par là-bas et par peut-être l'émotion qui peut s'en dégager. Voilà, il est difficile, réellement difficile d'avoir un discours que l'on va maintenir tout au long de sa vie, ou ce qui nous en reste. Il est difficile. Les discours sont quelque part des discours qui sont en rapport évidemment avec un corps à un moment donné, avec peut-être avec ce qu'il a mangé, avec finalement avec aussi ces désagréments, ou présence ou absence de désagréments. C'est un discours lié à une forme d'humeur. Voilà, le discours, il n'y a pas de discours objectif, il n'y a que des discours finalement qui jouent un rôle à un moment donné, puis finalement qui peuvent ne plus vouloir signifier quoi que ce soit à part le fait qu'elles aient existé. Voilà, nous disons des choses peut-être pour créer du brouhaha, créer du bruit, pour finalement ne pas entendre le tic-tac, je ne sais pas, le tic-tac de cette l'horloge qui dit comme l'a dit quelqu'un il y a déjà quelque temps, qui dit oui, qui dit oui. Voilà. À un moment, en parlant, on se sent un peu plus vivant, tout simplement. Et évidemment, un peu par petite, comment dire, par un petit élément que l'on rajoute, on se considère aussi comme si on était investi, voilà, de quelque chose, comme si on recevait une forme de j'ai oublié le terme, comme si il y a une inspiration qui nous vient et qui n'est pas divine, mais qui se situe ailleurs, hors de soi-même. Alors voilà, on se retrouve comme possédé, évidemment, possédé par le verbe, par le fait de dire et de dire et de dire. Et
simplement parce que j'ai quelques petits soucis au niveau, je sais pas, il faut que je parle un peu d'autre chose, un peu que je ne reste pas sur la même branche quelque part, je sais pas. En tout cas, c'est toujours, je voudrais évidemment parler à partir de ma position de vivant. Alors, quelqu'un de vivant qui parlerait pour lui mort. J'aimerais aussi parler pour mon père mort, parler pour ma mère morte, pour mon frère, et tous les morts que j'ai connus, et évidemment par extension tous les morts qui ont existé, évidemment. Tous les gens qui n'ont plus cette capacité d'utiliser le pouvoir des mots, d'exprimer une opinion, une impression, voilà. L'idée que tout cela, il y a une forme, comment dire, c'est comme si on avait quelque chose, et il est possible que nous ne sachions pas quoi en faire, ou que nous ne sachions pas vraiment l'exploiter. Le fait d'être vivant et d'être capable et d'avoir cette possibilité de parler de tout ce que l'on peut avoir envie de dire, enfin, d'explorer, voilà, d'approcher, et que l'on n'utilise pas, c'est un gâchis, voilà. Donc quelque part, je voudrais parler pour mon père que je plains évidemment, je le plains parce qu'il n'a pas pu s'en sortir cette fois-ci, je le plains vraiment, vraiment. J'aurais aimé qu'il soit vivant pour lui-même, parce que je sais qu'il aime la vie, alors j'aurais aimé qu'il puisse continuer d'en jouir encore et encore et encore. Pour moi, il n'y a pas de limite. Et je trouve qu'il est légitime, c'était légitime pour lui. Je ne lui conteste pas cette légitimité en disant oui, quelque part il a assez vécu. Non, voilà, quelque part je plains mon père et vraiment je suis triste pour ce qui lui arrive, de ce qui lui arrive, et voilà. Et ça aurait été ce que je suis en train de faire, j'aurais pu le faire avec lui, j'aurais pu l'accompagner dans toute cette tout le travail qu'il faisait avec ses papiers. C'est cette chose qu'il a faite pendant des années et des années. J'aurais bien voulu être là avec lui, et puis finalement, chaque fois que j'aurais pas compris quelque chose, j'aurais pu m'adresser à lui, explique-moi cette chose-là, je n'ai pas compris, dans quel contexte, etc., etc. Alors je me retrouve évidemment, je l'ai déjà dit, avec énormément de vide que je ne pourrai jamais combler, c'est évident. Mais voilà, donc je dois faire avec ce qui me reste, et ce qui me reste est vraiment, alors je le densifie avec les mots, mais réellement, concrètement, c'est pas beaucoup. Alors les souvenirs de moi enfant, je comptais sur ma mère, mais il est possible, jamais pensé que je pouvais aussi demander à mon père comment j'étais. Évidemment, sûrement un sacré garnement, quelqu'un de peut-être un peu difficile, évidemment, quelqu'un qui aurait évidemment empêché sa mère de s'endormir et aurait peut-être été un peu capricieux, c'est normal, classique, peut-être, mais voilà, j'habite un lieu qui n'existe plus dans ma mémoire, et quelques instants, et je viens de penser à cet instant pendant lequel mon grand-père paternel a appliqué du poivre sur mon pouce, et de ce jour-là, j'ai cessé de sucer ce fameux pouce. Voilà, donc action et réaction définitive, je n'ai plus jamais sucé mon pouce, même si je peux comprendre les gens qui l'ont fait qui continuent de le faire alors que, voilà, plus longtemps que moi, je peux comprendre que ça peut être plaisant. Mais voilà, ça m'a plus intéressé. Donc j'ai franchi une étape, quelque part, dans cette maisonnée. Voilà, il y a la maison des grands-parents, et à côté, il y avait la maisonnée de mon père qui est devenue
notre maison, mon père, ma mère, moi et ma soeur, et puis une autre soeur, etc. Donc c'est fait, voilà, j'aurais aimé, mais toutes les choses qu'on aimerait avoir ou faire, etc., la plupart sont destinées à rester comme j'allais dire, des évocations, des sortes de choses que l'on pense, auxquelles on pense, mais qui ne sont pas accompagnées par des actes. Je vais lui demander un jour, je vais lui poser la question un jour, je vais faire cela un jour, je vais me consacrer à cela, et on s'y consacre jamais, et on se rend compte évidemment quand ça devient totalement impossible. Alors ma vie d'avant est partie avec mon père, est partie avec ma mère, et etc., etc. Comme évidemment il y a des parties de ma vie, des choses que j'ai vécues dont j'ai plus tellement de souvenirs, une émotion éprouvée, une rencontre, une impression. La plupart du temps, il ne reste pas grand-chose. Alors voilà, donc cahier du retour au pays natal, je ne sais pas où j'en suis, simplement, je ne sais pas pourquoi je suis excité, j'aime bien parler vite, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai pas pris de café, je viens juste de manger, j'ai le ventre lourd d'avoir mangé de la viande et des topinambours. Alors voilà, topinambours d'ici, pas de France, et je reviens sur l'idée évidemment de pouvoir manger d'ici, local, dans cette phase de la vie humaine où le local devient la valeur référence. Je mange local, vraiment local. Peut-être je mange aussi un blé qui vient d'ailleurs, voilà, commerce mondial. Donc commerce mondial, comment dire, j'ai oublié le terme qui suit, normalement ce qu'on dit que cette phrase. Et voilà, mais je mange local dans un sens plus, quand même, qui n'est pas local, comment dire, à sens stricto sensu, mais un local évidemment étendu à un territoire dit national, mais quand même, et peut-être je mange à quelques dizaines, centaines de kilomètres, tout au plus. Et voilà, je mange, et d'une certaine façon, j'ai évacué la plus grande partie de ce qui est, au fur et à mesure de mes transits, j'ai dû évacuer ce qui finalement était encore, que j'avais peut-être dans le sang, les minéraux qui venaient peut-être de mon autre lieu, et peut-être que je me suis, je ne sais pas, l'eau que j'ai bu, évidemment, sûrement, quelque part, je suis plus tout à fait le même qu'au moment où je suis parti. Il y a évidemment un énorme souci à ce niveau-là. À quel moment ce que l'on mange vous transforme, on fait de vous quelqu'un d'enraciné dans un lieu. Quand on mange, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du lieu, de la situation géographique, de la composition de l'air, la composition de la terre, l'eau, etc., qui fait que, est-ce qu'au bout d'un moment, quand on cesse, quand il y a une sorte de sevrage, est-ce que cela, évidemment, les choses remplacent d'autres choses, etc., on n'en sait rien, et c'est pas vraiment important, c'est juste de l'ordre du discours. Voilà. Comment faire je me fatigue là, donc évidemment je peux pas rester aussi alerte que pendant longtemps. Donc je m'essouffle et je vais essayer de retrouver comment me lancer. Tu vas parler du ciel, de la terre, de l'air, de l'eau, de l'océan. Qu'est-ce qui reste? Cahier du retour. Alors, évidemment, c'est une situation inconfortable. On sait qu'on doit beaucoup à ces deux lieux. Quelque part, on voudrait pas hiérarchiser, on voudrait pas être infidèle à l'un ou à l'autre.
un territoire, d'une certaine façon, ce territoire, quoique certains pourraient en dire, contester, il est mien. Il est mien parce que je l'ai décidé. Si je le décide, il devient mien. Peu importe ce que d'autres pourraient en penser, mais je peux, évidemment, ce territoire, je ne me l'approprie pas entièrement. Je m'en approprie je dirais même dans le temps, dans la temporalité qui est la mienne, ou la temporalité même du lieu, je dirais j'étais là, et j'étais là à cette place, et cette place, c'est moi qui l'occupais à cette date-là. Donc j'étais là et personne d'autre ne pourra, je ne pourrai pas l'oublier, on ne pourra pas me l'enlever. J'ai écouté une forme de... J'ai participé à quelque chose. Et ça va rester, évidemment. J'ai participé de façon importante ou de façon, j'allais dire, moins, mais j'étais là. Donc, je faisais partie de quelque chose. Voilà donc, belle est la vie, belle, et cette capacité que nous avons de changer, j'allais dire, changer de rapport en fonction de ceci ou de cela, les choses que nous refusions, les choses que nous abhorrions même, finissent par retrouver une forme de grâce à nos cœurs, voilà, quelque part. Il y a comme ça comment dire, une sorte de va-et-vient. Et aujourd'hui, on glorifie une chose, puis demain, on lui fait substituer autre chose. C'est un mouvement, je dirais pas de balancier, j'en sais rien, mais en tout cas c'est un mouvement. C'est une dynamique. Mais d'une certaine façon, il y a quelque chose que je dirais du pays natal, c'est finalement la qualité du silence que je peux obtenir. La qualité du silence, même le bruit est différent. Le bruit, évidemment, hier je regardais le ciel, et évidemment un peu tard dans la nuit, on voit plus d'étoiles, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait 3 ou 4 étoiles, pour moi c'est déjà énorme, et je vois se refléter à la lumière des étoiles une mouette qui passait. Une chose que je n'ai jamais connue, c'est l'omniprésence des mouettes, jour et nuit, surtout la nuit, on les voit passer, on les entend aussi. Et donc les mouettes, et puis je regrette de ne plus entendre, ou très peu, le chant comment on appelle ça, ce passereau familier qui m'a accompagné tout au long de ma vie dans la maison. C'était le bruyon, j'ai oublié la fin, le bruyon, j'ai oublié, c'est un bruyon, voilà, donc couleur cannelle, voilà, c'était très intéressant, comme un oiseau hyper familier, mais qui ne vient que rarement aujourd'hui. Donc j'entends chanter le canari, évidemment, un peu moins que cet été, mais le canari est là. Et puis il y a les coqs, toute cette sérénade qui se prolonge, je ne sais pas jusqu'à où, mais un coq ici, puis un coq qui le reprend, et un autre qui le reprend, un peu de la voix du muaddin, de celui qui appelle à la prière. Il y a un qui commence et l'autre qui le rejoint. Évidemment, ils ne commencent pas tous au même moment. Il y a un qui le premier, puis un autre deuxième, et en arrière-fond sonore, on entend un autre qui n'a pas encore fini d'appeler. Et c'est ça aussi les coqs, il y a toujours, donc on dirait, je pourrais imaginer que les appels à la prière se suivent, mais toujours avec un certain décalage. Et comme pour les coqs, il y a toujours un décalage. Mais les coqs,
c'est intéressant comme une sorte de métronome. Ça fractionne la journée, le temps, et même la nuit, évidemment. Et on imagine que les coqs se réveillent pour chanter. Donc c'est pas évident d'être un coq s'il faut chaque fois. Mais c'est un impératif, voilà, physiologique. Et ce n'est pas du tout désagréable. C'est loin d'être désharmonieux, loin d'être une forme une forme de dissonance, une forme non, c'est joli, voilà. Imaginez qu'une ville encore offre la possibilité à cet élément naturel de pouvoir continuer de ces choses qui continuent malgré le fait que la ville est une ville pas du tout naturelle, pas du tout verte, etc. Il n'y a rien qui rappelle les origines, les milieux ouverts, mais il y a cet élément-là, puis on entend autre chose. Et c'est ça. Ce qui fait, c'est que, d'une certaine façon, si l'on était dans cette mentalité-là, et qu'on adresse une prière à Dieu, évidemment, de Dieu qui est toujours très haut, le très haut d'ailleurs, Dieu, voilà, et il est possible, puisque le ciel est visible, pas de là où je suis, mais pourrait l'être, le ciel est tout près. Donc il n'y a rien il n'y a pas de mur, il n'y a pas de plafond, et le ciel on le voit. Donc la prière pourrait être presque aller plus vite. Elle n'aura pas à franchir le rideau du plafond, la barrière du plafond. Voilà, puis bon, ça y est. Amina. شكرا. تصبحي على خير أمين. Je dirais, ceci est une banane. On vient de m'apporter une banane. Je dirais que je n'ai pas exprimé le désir. Je n'ai pas eu ce souhait. Et d'une certaine façon, je dirais, évidemment, c'est un fruit divin, la banane. Et c'est une banane locale qui n'a pas voyagé beaucoup. Donc, je dirais, quelque part, Dieu m'a envoyé un signe. Voilà, j'ai reçu une forme d'offrande, voilà, une offrande, quelque chose d'extraordinaire. Une banane, c'est extraordinaire. Et voilà. Et quelque part, l'effet corne d'abondance continue de se déployer. Il n'y a, voilà, je dirais la prière, évidemment la prière pas pour soi, ou alors juste pour être un peu plus éveillé, un peu plus conscient à propos de certaines choses, quoique évidemment de croire que l'on peut progresser linéairement vers un meilleur rapport aux choses, et peut-être une vue de l'esprit. Peut-être qu'il n'y a rien à comprendre, il n'y a pas de progression en soi, mais simplement être peut-être comme certains le pensent, être dans le présent, rien que dans le présent. Mais bon, là aussi c'est juste une forme de comment dire, on ne peut pas être dans le présent, on est quelque part pour plein de choses, on est dans le présent, on est dans le passé, il y a des choses du passé qui sont dans le présent. Il n'est pas possible dans le présent, évidemment, avec le désir qui évidemment ne peut pas être de l'ordre du présent. Le désir, il se crée à partir évidemment de son interaction avec le temps. Les choses que l'on avait et qu'on n'a plus, on va les désirer, et les choses que l'on n'a pas encore eues, et on va vouloir évidemment vivre, à être dans le futur pour pouvoir les avoir, comme évidemment les fruits de saison. Je me gave, évidemment, je me suis gavé de clémentines ou de mandarines
jus compris. Je me suis gavé aussi pas mal de grenades, évidemment, encore un fruit exceptionnel. Voici donc, mais simplement on vit le présent. Évidemment, on est dans le présent, mais on est aussi ailleurs parce que on attend que la saison revienne, la saison des melons, la saison de la pastèque, la saison peut-être des figues, etc. Et voilà, donc une prière pour les autres, et pour qu'ils soient moins seuls. Est-ce que l'on peut ressentir de la solitude quand on est mort, qu'ils soient moins seuls? Voilà. Qu'ils puissent se souvenir peut-être que de belles choses qui leur sont arrivées. Peut-être qu'il y a un moyen de leur faire parvenir peut-être un message de toutes sortes de nature, un message comme quoi pour les conforter, les réconforter, les consoler, j'en sais rien, est-ce qu'ils ont besoin d'être consolés, là encore, mais quelque chose de l'ordre peut-être de la reconnaissance, de la filiation, la fierté. Je suis fier d'être issu de vous, je suis reconnaissant parce que vous avez veillé sur moi, vous m'avez, etc. Vous m'avez sacrifié votre vie. Alors, évidemment, c'est cela. Comment remercier face à quelque chose d'aussi énorme, quelqu'un qui vous a sacrifié les meilleures années de sa vie, comment le remercier? Ainsi, donc, on est dans une position, une situation presque d'impuissance. Comment rendre grâce à quelqu'un? Comment rendre finalement rendre à quelqu'un ce qu'il vous a procuré, ce qu'il vous a offert sans condition et sans compter, voilà. Il y a une forme, une volonté ou une envie, peut-être un peu pas très fort, qu'on ne dit pas très haut, mais on a envie de sacraliser quelqu'un. Évidemment, la mère se présente la première candidate à la sacralité ou à la sacralisation. Et puis, il y a d'autres personnes que l'on voudrait sacraliser, peut-être un petit peu avec quelques réserves, voilà, en nuançant un peu. Il y a du sacralisable ou du si cette personne, il y a quelque chose d'extraordinaire, voilà, et cette chose-là que je veux retenir de cette personne, cette chose-là que je veux mettre en avant. Ou peut-être pour cette chose-là, comme pour ces histoires que l'on raconte, Dieu va peut-être, évidemment, gratifier quelqu'un d'un strapontin, je ne sais pas comment on dit, quelque chose au paradis, parce qu'il aura fait quelque chose, un jour, d'extraordinaire. Pas d'extraordinaire, il aura rendu service à quelqu'un, on fait preuve d'altérité, on fait preuve d'altruisme, plutôt que d'altérité, d'altruisme, et voilà, ou peut-être qu'il a rendu service à quelqu'un sans qu'il s'en rende compte réellement. Évidemment, il l'a fait parce que ça lui a paru totalement normal, il l'a fait sans rechercher un quelconque avantage, un quelconque bénéfice. Il l'a fait parce que c'est... Et puis, il est parti, ça y est, une fois le service rendu, il s'en est allé, il n'a pas attendu d'être, etc. Et voilà, quelque part, on sera remercié, on sera sauvé par la grâce d'un acte qui passait inaperçu à notre propre conscience même. On s'en souvient même pas, on s'en est pas vraiment rendu compte, et puis voilà, on s'en glorifie pas à rien, on ne raconte pas à rien. Et c'est ça qui vous a sauvé. Alors on imagine, voilà, on aimerait que les gens soient sauvés comme ça, de cette façon-là,
Et évidemment, on trouvera toujours, la plupart des gens, quelque chose qui pourrait les sauver. Alors il y aurait un maximum de gens sauvés, le paradis serait plein, archi plein, un peu en surnombre, et puis habitat un peu serré, et puis l'enfer, lui, serait un peu vide, voilà, parce que, bon, évidemment, qui aurait envie d'aller résider en enfer plutôt qu'ailleurs. Évidemment, tout cela est serment de l'ordre du métaphorique, voilà, mais on aimerait que les choses soient un peu moins de cet ordre-là, et un peu plus quelque chose, peut-être, voilà, comment réfléchir, comment penser ces choses-là dont on ignore tout. Évidemment, il y a quelque chose, quand on dit, il y a quelque chose d'éternel en nous. Il y a des composants, des choses qui nous composent, qui sont peut-être, je ne sais pas, parce que ce qui nous compose ne cesse de nous quitter, et puis ne cesse d'une certaine façon de nous revenir, mais est-ce qu'il y a quelque chose de permanent en nous? Alors, cette chose peut-être permanente qui traverserait le temps, j'en sais rien, je ne sais plus ce que je voulais dire. La permanence d'une forme d'essence, alors, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on dit quelque part quelque chose qui nous compose à un moment donné, et elle a la capacité de pouvoir vivre éternellement, mais peut-être dans une nouvelle réorganisation. Est-ce que tout s'organise de façon, j'allais dire, est-ce qu'il est à chaque fois tout ce qui peut finalement avoir une individualité, une singularité, va être attiré comme par une loi fondamentale qui veut que tout s'attire pour composer une forme pour accoucher d'une forme plus complexe, comme si l'individualité n'était pas de l'ordre du complexe. Alors voilà, un atome, un électron, et puis voilà, et puis tout cela finalement n'est que de l'ordre d'une forme, de l'ordre du langage, mais aussi de l'ordre d'un instant T. Nous avons rapport au monde, nous parlons du monde en fonction de ce que l'on a pu en voir. Mais ce que nous avons pu voir, et avant on ne le voyait pas, aujourd'hui on le voit, mais c'est sûrement pas tout ce qu'il y a à voir. Il y a encore à voir et à voir et à voir et à voir. Il est possible que dans quelque temps nous puissions avoir une autre façon, un autre regard, en fonction des éléments qu'on aura découverts, etc. Eh bien, on ne va jamais cesser de découvrir, parce que la réalité est d'une complexité et peut-être d'une profusion, d'une richesse à laquelle vous ne pourriez jamais nous mesurer. Comment nous sommes un élément, peut-il comprendre l'ensemble? Comment, évidemment, etc. Comment peut-on? Comment un être humain peut-il parler de Dieu? Évidemment, parler quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible. L'impossible, voilà. On a un mot. Est-ce que ce mot est suffisant pour dire que l'on rend les armes que l'on ne saura pas faire, quoique ça puisse être, quoique nous puissions développer comme capacité, j'allais dire, capacité de percer, d'aller vers le secret. Mais il est où le secret? Est-ce que quand on découvre un secret, quand on invente un secret, je ne sais pas comment dire, et finalement on se rend compte qu'il est encore, qu'il est suivi d'un autre secret, que le secret n'est que le secret auquel on a eu accès finalement cache à l'intérieur de l'humain un autre secret, une forme de poupée russe, poupée gigole à l'infini, voilà, comme ça.
quelque chose d'enchâssé, les choses enchâssées les unes dans les autres. Comment aujourd'hui avec les particules, voilà, on est là à découvrir toujours une particule plus quand ça fractionne, ça devient autre chose, et on fractionne, et voilà. Et c'est ça. Donc, cahier du retour au pays natal, et on voit que la langue aussi est un pays qu'on peut habiter, mais que l'on ne sait pas finalement, un pays tellement étendu, tellement extraordinaire, tellement varié, tellement multiple, que l'on ne sait pas tout à fait comment l'aborder, où on va habiter, dans quelle région de la langue, dans quelle région du langage, du discours on va finalement résider, dont on va se réclamer. Et il y a ça. Donc le pays natal, évidemment, le pays natal, c'est un pays sûrement destiné à être un pays imaginaire, un pays rêvé, un pays de nostalgie, un pays presque que l'on va féeriser à force d'en parler avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de finalement on a envie d'y revenir, il y a envie d'y revenir, on a envie d'y revenir, et voilà, et c'est pas possible, et à ce moment-là ça devient voilà le rêve inaccessible, le rêve tout près, mais pas possible. Voilà, ici dans cette pièce il s'est passé plein de choses, ces choses-là sont de l'ordre de l'impossible, il s'est passé des choses, et je me rappelle avec mon père nous a réveillés dans la nuit, évidemment j'en ai déjà parlé, pour que nous puissions réciter Al-Latif, parce que la terre avait tremblé. Voilà, quelque chose. Et ici, mon père m'avait puni, m'avait énormément fait des reproches parce que j'avais eu des absences pendant la récitation du livre sacré. Et c'est vrai, voilà, mon père m'en a tenu rigueur ce soir-là. Et c'était une soirée difficile, mais c'est comme ça. Alors, évidemment, ce qui vous, on pourrait dire un peu a posteriori, les choses qui vous ont frappé, c'est les choses qui persistent dans votre mémoire. Les choses un peu légères, tranquilles, vous ne les gardez pas tellement en mémoire. Mais quelque chose qui vous a marqué, presque traumatisé, c'est une chose qui ne va pas s'en aller. Et à ce moment-là, ouais, c'est quand même votre vie, ça. Quand même, bon, c'était dur sur le coup, mais avec le temps, c'était rien. C'était simplement un moment, voilà. Et c'est une affaire de mots, c'est une affaire d'attitude, c'était propre à une soirée, à quelque chose. C'est loin. Et de suite, vous allez finalement, en parlant, en pensant à ce moment-là, vous allez vous raccrocher à autre chose. Et évidemment, une chose beaucoup plus, peut-être plus légère, quelque chose qui va peut-être s'accrocher à ce souvenir un peu difficile, mais ça va servir un peu comme un réveil ou un réveil mémoire. Voilà, vous allez pouvoir, oui, essayer d'imaginer comment était votre père, comment était votre mère à ce moment-là, comment vous étiez vous-même, et puis finalement ce que vous avez fait la veille, ce que vous avez fait le lendemain, et puis peut-être les rêves que vous avez eu cette nuit-là, et puis finalement, et vous dites, oui, d'accord, mon père, après tout, il cherchait à ce que j'ai une meilleure mémoire, à ce que je mémorise mieux, et peut-être ça me sert encore aujourd'hui, parce que j'ai des choses à ma disposition. Voilà, et puis on ramène ça finalement au mythe du père, après tout. Mais évidemment, c'est cela, les choses. Cahier du retour au pays natal. Ah, c'est quand même un peu une situation un peu paradoxale, un peu. C'est que en vieillissant, en prenant, vous avez un peu accès au monde des mots de façon un peu plus facile. Mais vous pouvez trouver le ton
le temps qui convient à certaines situations, à certains... et puis vous pouvez évidemment parler de tout et de rien, rien vraiment, accompagner un moment, ou alors faire du remplissage, simplement une voix un peu qui rend le silence. Vous pouvez puiser en vous-même, vous avez la capacité pour ne pas laisser l'impression d'une forme de distance presque embarrassante, malaisante quelque part, et quand le silence s'installe. Il y a des silences intéressants, il y a des silences moins intéressants. Voilà. Mais j'imagine qu'à posteriori, oui, si j'avais, j'imagine qu'à posteriori, les choses paraissent plus faciles. Mais sur le coup, si on avait eu un peu, peut-être, certaines capacités actuelles, on aurait un peu entrepris les choses différemment. Il y a énormément en grandissant, on accumule évidemment, mais plus jeune, en peine, on est en souffrance pour trouver les mots qui conviennent, pour habiller un instant, pour vraiment trouver en soi les ressources nécessaires pour venir à bout d'une forme d'étrangeté, l'étrangeté de l'autre, etc. Comment s'inscrire dans la conscience de l'autre avec les mots qu'il faut, comment devenir une forme de, comment créer une forme de passerelle, voilà, quelque chose qui permet justement, qui facilite la réalisation ou la production d'une rencontre, d'une autre forme de... Voilà, les choses sont liées. Pour accéder à quelque chose, il faut évidemment d'abord passer par ce rituel, passer par les mots, par le langage de conviction, le langage presque de conversion. Comment convertir quelqu'un à votre propre cause, à votre propre rêve, à votre propre désir. Voici donc, il y a toujours une intonation. Nous parlons le français, je parle le français, évidemment, quelqu'un qui vous refuse quelque part l'inscription dans la communauté, il faudrait qu'il voit ce que finalement, comment vous le vivez, ce français-là. Et vous êtes dans un pays qui n'est pas, évidemment, dont la langue parlée courante n'est pas le français, mais voilà, simplement, sans que vous y soyez obligé. Au contraire, vous parlez simplement, vous parlez cette langue comme vous pourriez parler une autre, simplement pour dire, elle vous permet, elle vous autorise, elle vous facilite l'expression, voilà. Vous parlez de choses qui n'ont rien à voir avec la France, et vous les dites en français, ici. Et alors? Est-ce qu'on doit en tirer une conclusion sans glorifier? Non. La langue est à tout le monde. Celui qui veut utiliser une langue, il l'utilise. Celui qui veut se l'interdire, il le fait. Simplement, une langue, c'est aussi en fonction de se comment on est disposé. Quelquefois, c'est une autre langue qui vient et elle se sent, elle vous permet de vous exprimer différemment. Voilà, et puis cette langue-là, et puis etc., etc. Tous ces mécanismes, évidemment, ces enchaînements, etc., que l'on trouve, ces mots, c'est presque les choses qui se font
un peu en dehors de vous-même. Vous parlez, vous n'êtes pas le maître de ce que vous dites. Il y a quelque chose qui se déroule comme si quelque chose vous tirait et vous laissez faire. Donc voilà comment agit quelquefois la langue. Au cahier du retour au pays natal, il va falloir que je m'arrête. L'effort, il faut faire un effort sur soi pour prendre la parole, pour s'engager dans cette forme de bataille. Quelquefois, bon, ça se passe bien. Alors, on en retire quelque chose et en se disant, je reviens sur les intonations. Cette chambre peut-être a entendu. Voilà, il faut que j'active. Cette chambre a dû entendre, dans cette pièce ou dans une autre, des Français sont passés. Et a dû, finalement, a dû entendre par les Français, bien avant que moi, je le fasse. Donc, quelque part, je ne fais que réveiller quelque chose. Cette maison a connu le français. Ce n'est pas une langue qui lui est étrangère. Et moi, je réactive, je réveille quelque chose. Je remplis l'espace qui était celui de mon père avec mes intonations, avec mes trémolos, avec ce français un peu quelquefois, bon, qui est aussi celui de mon père. Il ne faut jamais oublier que le français n'est pas une langue étrangère. Et loin de là, c'est une langue qui est plus présente chez certains et moins chez d'autres, mais elle est là. Elle était inscrite dans la mémoire de mon père. Même quand mon père perdait la mémoire, il retrouvait, paradoxalement, des mots de français, des expressions. Et même qu'il a utilisé un terme pour son petit-fils, il a utilisé le terme de dégage. Dégage. Il n'a rien compris au fond de 10 ans. Moi, j'étais en même temps, quelque part, totalement, je ne savais pas quoi, dégage. Et mon père, pas conscient, l'enfant apparu totalement, il a rien compris. Mais moi, je me suis dit, mais jamais j'ai entendu mon père parler autant français que pendant sa descente en enfer. Il parlait, utilisait, voilà, pas du tout étranger dans cette langue, alors évidemment. Donc dégage, on l'a entendu, évidemment, dégage, c'est devenu quelque chose d'assez courant dans ce qu'on a appelé les mouvements, voilà, les derniers mouvements dans ce qu'on appelle les pays arabes, voilà, donc Irhal, dégage, voilà, c'est voilà. Alors, elle est où là, finalement la trace, où la frontière, il est où vraiment le mur de séparation? Il est peut-être que dans la tête de certains et que finalement il y a de frontières qu'illusoires, que volontaires. Dans les gens se contactent de toutes les manières possibles, même quand et voilà, cette mémoire paternelle qui se souvenait alors qu'il avait oublié, alors que mon père m'avait oublié, avait oublié mon nom, avait oublié mon visage, ou presque, oui, je dirais même oublié mon visage tout court, et qu'il s'est souvenu de cela. Voilà, quelque chose qui m'interpelle, qui me laisse évidemment sans rien. Je ne peux pas, comment je peux approcher cela. Alors voilà, cahier du retour au pays natal. On pourrait dire que c'est une malédiction que d'avoir un pays natal et un pays autre. Et au moins, mais on peut le dire, c'est une forme d'épreuve, un calvaire qui se poursuit, pas seulement un calvaire, j'allais dire, christique, qui a duré, je ne sais pas combien, quelques jours, 3 jours, je ne sais pas, mais alors que là, le calvaire qui se poursuit sur des décennies,
On va dire, c'est comme ça. Voilà, donc, mais on pourrait, dans la souffrance, s'élabore quelque chose. La souffrance peut nous permettre d'accéder à une forme, non pas d'humilité, mais à une forme de... C'est-à-dire que le rapport que l'on a avec soi est un rapport qui n'est pas fait avec de la certitude. Il n'y a pas de certitude comme ça facile. Il faut, rien n'est acquis et tout est, et toujours on est obligé de reconsidérer les choses. Alors les vérités sont nécessaires, évidemment, mais les vérités ne sont pas le fin du fin, elles ne sont pas absolues. Ou alors il y a une vérité absolue avec beaucoup de déclinaisons, avec beaucoup de variations, mais c'est la même vérité, mais c'est quoi cette vérité justement? Alors évidemment, et puis on se libère de ce besoin d'accéder à la vérité ou d'approcher la vérité. On se dit qu'il n'y a pas de nécessité. Simplement, c'est pas qu'on se libère, mais c'est pas qu'on devienne plus léger. C'est que l'on peut-être on verse dans des soucis un peu plus intéressants. Pas le souci de soi, mais le souci de la langue, le souci d'une forme de se demander comment s'élaborent les permanences, les ponts, comment finalement comment se rejoignent les choses qui sont un peu distantes, comment on pourrait se demander comment on pourrait aussi penser à quelqu'un d'autre que l'on ne fait pas, penser à quelqu'un presque auquel personne ne pense. Penser, venir, on peut aller vers le concret, du concret, c'est-à-dire venir en aide à quelqu'un, une chose que j'ai toujours ou souvent désirée, mais que je n'ai pas satisfaite. Venir en aide à quelqu'un qui serait assez âgé, dans l'incapacité, dans une forme d'incapacité, et je ne le fais pas. Alors, voilà. Donc, cahier du retour au pays natal, énormément de choses, et on reprend la parole, le chemin de la parole, et on se rend compte que la parole qui vous habite, elle vous habite toujours. Là, elle se présente un peu sous d'autres habits, je dirais sous des habits de lumière, finalement. Il y a une qualité de la lumière qui n'est pas la lumière de la croisienne, mais c'est une belle lumière. C'est une lumière, la lumière automnale est une lumière qui vous pénètre, qui s'installe en vous, qui vous irradie, qui vous illumine de plein de façons. Ça vous donne de la santé, ça vous donne de la vigueur, ça vous donne de tout ce qui est possible de désirer d'une certaine façon la lumière, et là, presque sans effort. Le chemin, quelque part, que l'on a cherché, chemin de lumière, il est en soi, il est là, dans cette lumière. C'est cette lumière-là, tout simplement, qu'il a sur ce mur-là, ce côté, ce bout de la terrasse, cette lumière-là. Il n'y a pas d'autre lumière, je sais pas quoi. Cette lumière-là, vous l'adorez, vous l'appropriez, vous essayez de l'aspirer, voilà, c'est tout ce qui compte, c'est cet instant-là un peu. Et puis la lumière du demain, voilà, la lumière qui s'est allée, la lumière qui va revenir, et puis etc. Et voilà. Donc, simplement, les choses qui vous font parler. Est-ce qu'on parle comme on a toujours parlé, ou est-ce qu'il y a quelque chose de variable? Et les territoires, et les pays, et les situations qui vous changent. Et cahier du retour au pays natal, c'est un peu la capacité un peu de remuer, de se secouer, mais aussi de prendre quelque chose de ce qui était au-dessus, de le rendre en bas, en dessous, un peu renverser les choses, renverser les ressentis, voilà, quelque part. Une manière toujours, le pays natal, il continue de vous fournir, de l'énergie pour faire face à l'autre pays.
quelque part plus de silence pour ne pas être terrassé par le froid du pays, de l'autre pays. Plus là-bas c'est un peu le pays du moins, ici le plus, et ces choses-là vont, pour vous compléter, il vous faut puiser dans ce pays-là pour pouvoir peut-être trouver une forme, trouver comment habiter ce pays fait d'adversité, fait d'une forme de déni, un pays qui vous ignore, qui ne vous voit pas, qui vous néantise, qui vous désincarne d'une certaine façon, qui vous enlève le corps, le cœur, l'esprit, qui perturbe, qui pervertit les choses, qui les transforme, qui les transforme en quelque chose d'informe, voilà. Vous finissez par avoir une idée totalement inversée, totalement de vous-même. Vous n'avez plus aucun moyen de vous trouver de la valeur et de l'intérêt. Vous perdez l'intérêt de l'intérêt à vos propres yeux. Voilà, vous êtes devenu totalement inintéressant. Et là, de nouveau, l'intérêt, vous retrouvez de l'intérêt pour vous-même, pour les choses, pour les successions des jours, pour les petits et les grands plaisirs et les moyens plaisirs. Vous avez une forme de sérénité, une forme de bien-être, malgré que vous soyez dans le deuil. Finalement vous essayez non pas domestiquer ce deuil, mais de faire quelque chose de fertile. Voilà, c'est un peu... mais voilà, je vais rendre hommage à mes disparus en essayant d'être mieux qu'avant, finalement, avant leur disparition. Avant leur disparition, je vais essayer finalement de les rendre fiers de moi, parce que je vais me réaliser mieux que ce que j'ai pu le faire auparavant, mieux que ce que j'ai pu le faire de leur vivant. Donc j'espère, voilà, acquérir de nouvelles capacités, les moyens de me rendre de me compléter un peu, de fermer quelques béances, voilà. Donc, qu'il y ait du retour au pays natal, un retour somme toute qui s'annonce riche en émotions, riche en situations, malgré que je ne fréquente pas les gens, mais j'ai pas besoin, je suis dans la vie de mon père, ce qu'il en reste, je suis au milieu des traces de mon grand-père, et de ma parentèle un peu plus large. Je suis dans les traces, dans les vestiges, dans les éléments de vie. Je suis dans l'annonce de naissance, l'annonce de deuil, l'annonce de décès. Je suis dans les échanges, l'époque. Je suis dans le passé difficile, l'époque pendant laquelle deux peuples se sont rencontrés, se sont combattus, voilà. Et puis, évidemment, aujourd'hui, les choses se présentent différemment. Mais il y a une époque où c'était pas évident. Du conflit a pu émerger des conflits. Et puis, il y a aussi des rencontres. Les gens se sont rencontrés. Certains se sont appréciés. Malgré tout, mon père a toujours gardé en souvenir ce moment pendant lequel quelqu'un lui a fait cadeau de quelque chose. Il ne l'a jamais oublié, il l'a jamais reformulé. Il est resté toujours dans la gratitude vis-à-vis de cette chose qui peut-être ne méritait pas tant,
mais quand même, voilà, c'est ça. Donc, je suis là, je suis évidemment très éprouvé, mais en même temps, ça ne paraît pas, ça ne s'entend pas. Et évidemment, d'une certaine façon, je vais essayer de donner une voix à mon père. Mon père qui n'a plus de voix, mais à travers moi, évidemment, je vais lui donner une voix. Je reviens juste pour finir sur ce roseau. Évidemment, je n'avais pas trouvé, je ne sais pas comment on dit, est-ce que le roseau qui crie, est-ce que le roseau... une plume en roseau, je ne sais pas, mais en tout cas, dans la langue du pays latin, ça s'appelle Al-Qalam, de Al-Kalam, ça devient Al-Kalam, et donc c'est celui qui, à la base, chargé de transcrire le texte divin et chargé de tout transcrire. Évidemment, c'est cet outil-là, ce Kalam, est finalement ce qui permet de redonner une nouvelle sensation au monde, un nouveau sens au monde. Et on pourrait dire, Dieu était le Verbe, et Dieu était le Kalam. Et Dieu était le Kalam à partir du moment où la parole de Dieu s'écrivait, elle devenait loi, elle devenait permanence, elle devenait éternelle. Voici comment, donc, à travers ce roseau-là, à travers cet élément éternel, et évidemment, qui survivra, qui nous survivra, le roseau est immortel, et les choses qu'on écrit avec ce kalam, et qui devient transgénérationnel, transtemporel, et voilà. Donc, c'est peut-être que j'écrirai l'histoire de mon père avec ce kalam, que je rendrai hommage avec ce kalam destiné à être utilisé par ces petits-enfants, mais que je m'approprie pour cette tâche-là, évidemment, que j'espère, à laquelle dont j'espère mon acquitter. Évidemment, il faut pas promettre ce que l'on ne fera pas. Il ne faut pas promettre comme ça, de façon aléatoire. Il faut agir. Il s'agit d'écrire quelque chose pour témoigner. Voilà. Je témoigne, évidemment, ce roseau peut permettre de dire je témoigne évidemment, de la réalité divine. Je témoigne que quelque part il y a un monde, il y a deux mondes, le monde de l'incréé et le monde du créé, le monde du vide, le monde du plein, le monde dont finalement sont issues les incarnations. Le Verbe de Dieu s'incarne dans les mots, s'incarne à travers, évidemment, cet élément essentiel, c'est le médiateur entre Dieu et l'homme, et c'est encore plus et plus. Et je pourrais me mettre finalement à écrire avec ce kalam, et je dirais, je redonne une nouvelle, je ressuscite quelqu'un, parce que je marque son nom. Et évidemment, ce n'est pas rien donc que d'écrire le nom de quelqu'un. C'est ce nom qui a toujours défini une personne et qui garde une trace de cette essence propre à cette personne. Et donc j'écrirai Jamal, j'écrirai Karim, mon frère, j'écrirai aussi Yaya, j'écrirai aussi Abil Hanoun, j'écrirai d'autres gens, et j'écrirai aussi quelques personnes que j'ai rencontrées qui ne sont plus, Abslam, Ziri, Wolf, et donc qui ne sont plus là, qui ne peuvent plus évidemment ni parler, ni écrire mots sacrés ou mots profanes, peu importe. Voilà, c'est ça. Alors, voici une chose qui peut évidemment
être à la base d'une nouvelle version, je sais pas, une réécriture du roman de la création, le roman de l'existence, peu importe, on peut tout faire avec ce simple roseau, voilà, et taillé qui devient une forme qui devient un élément médiateur, un élément d'une réalisation, l'élément majeur de la réalisation de quelque chose qui était de l'ordre du penser, du rêver, ça devient concret. Ça acquiert un sens et ça permet, évidemment, ça devient concret, ça devient transmissible. Voilà, donc, cahier du retour au pays natal, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Voilà, donc j'ai sorti des choses, voilà, j'en sortirai d'autres. À bientôt, faites aussi ce que vous voulez de ce texte, faites aussi tout ce que vous voulez de vos propres quêtes, de vos propres, finalement, voyages, etc. Déplacez-vous entre les pays, entre les continents, entre les langues, entre les situations, entre les jours d'hier, les jours d'aujourd'hui, les jours, je sais pas, vivez une partie de la nuit, appréciez le jour, appréciez ce qui vient et ce qui est là et ce qui n'est plus là, voilà. Et dotez-vous d'un kalam, dotez-vous de merveilleux. Et cette invention et ce cadeau finalement divin, voilà.